Ok. Bonjour, je remercie le réseau Oncopéo de m'avoir invité à cet après-midi et je vais vous parler de la vaccination dans la prévention des cancers du col de l'utérus. Tout d'abord, quelques mots sur le cancer du col. Il représente le 11e cancer féminin. Il est causé par une infection virale, le papillomavirus. Et en France, en 2015, on dénombrait 3000 cas de cancer du col et 1100 décès dus au cancer du col. Il s'agit du 6e cancer en termes de mortalité chez la femme. Donc, le groupe des papillomavirus est un grand groupe avec plus d'une centaine de types différents. Il en existe environ une quinzaine qui sont dits à haut risque oncogène, c'est-à-dire qui sont à gros risque de développer un cancer. Les deux principaux sont le HPV 16 et 18. Il y a dans cette grande famille un certain nombre aussi de virus qui sont responsables de lésions bénignes au niveau génital et qui sont entre autres responsables de verrues génitales que l'on appelle également des condylomes. Il faut savoir aussi que les papillomavirus sont responsables d'autres cancers, hormis le cancer du col, notamment les cancers de l'anus, du vagin, de la vulve, du pénis et de certains cancers au niveau de la sphère ORL. Donc la transmission du virus est sexuelle, mais il faut savoir que ces virus sont très résistants et que l'infection est contractée avec ou sans pénétration et que le préservatif n'élimine pas complètement en fait, le risque d'infection puisque le virus passe la barrière du préservatif. La primo-infection est toujours inapparente et elle est contractée en général dans les 5 années qui suivent les premiers rapports sexuels chez les jeunes filles. Et on sait aujourd'hui qu'au moins 80% des femmes seront exposées à cette infection au moins une fois dans leur vie. Le portage, c'est-à-dire l'infection de l'HPV au niveau du col, une fois que l'infection débute, dure environ entre 1 an et demi, et en grande majorité chez les femmes âgées entre 25 et 29 ans. Donc ici, on peut voir un petit schéma en ce qui concerne l'évolution de l'infection au papillomavirus. Donc en grande majorité des cas, dans 90% des cas, cette infection va être éliminée naturellement. Naturellement, ça veut dire qu'il s'agit d'un virus et que notre système immunitaire va réagir. Et s'il est suffisamment compétent, il va pouvoir faire disparaître l'infection. Dans 10% des cas, cette infection va persister. Et le papillomavirus, au niveau du col notamment, va transformer les cellules et progressivement donc faire apparaître des lésions précancéreuses que l'on appelle également des dysplasies. Ces lésions précancéreuses, certaines vont malgré tout régresser spontanément, toujours avec notre système immunitaire, et certaines, malheureusement, vont évoluer jusqu'à faire apparaître un cancer du col invasif. Donc voilà, c'est un peu le schéma avec la chronologie pour faire apparaître un élément important, c'est que cette infection, elle évolue dans le temps, mais le cancer ne va apparaître qu'au bout d'une dizaine à une quinzaine d'années. Donc au tout début, où est-ce qu'on est là? Donc ça, c'est le tissu du col normal avec les cellules normales. Lorsqu'on est porteur ou porteuse du papillomavirus, eh bien, le virus va s'intégrer dans les cellules et ensuite, progressivement, il va transformer ces cellules en proportion de plus en plus importante jusqu'à donner un cancer invasif. Donc, les papillomavirus sont quasiment tout le temps responsables des cancers du col. Je vous ai dit donc que les deux principaux virus, HPV 16 et 18, étaient le plus à risque oncogène et qu'à eux deux, ils sont responsables de 70% des cancers invasifs du col et à la moitié des lésions précancéreuses de haut grade. L'infection persiste dans 10% des cas et donc l'évolution est lente. Qu'en est-il de la prévention du cancer du col? Donc, la prévention se situe à deux niveaux, niveau primaire et niveau secondaire. Au niveau primaire, la stratégie est de diminuer l'apparition de nouveaux cas de maladie. Donc, dans ces cas-là, on a comme outil la vaccination que l'on réalise chez les jeunes filles avec un certain schéma avant 14 ans, un autre après 14 ans. Et la prévention secondaire consiste à dépister les lésions précoces et les cancers à un stade précoce
du col de l'utérus pour essayer de les traiter correctement et de les guérir. Et donc la prévention secondaire se fait par le frottis cervico-utérin. Donc 2 mots sur la prévention secondaire. Donc le frottis cervico-utérin est le moyen de dépistage du cancer du col de l'utérus. Il permet de dépister les lésions précancéreuses et les lésions cancéreuses. Il est répété tous les 3 ans. Tous les 3 ans, c'est suffisant parce qu'on a vu que l'évolution de l'infection à HPV était très lente. Et étant donné l'évolution dans le temps avant d'arriver au stade du cancer invasif, eh bien, 3 ans, c'est suffisant et ça permet d'avoir une couverture pour le dépistage plus grande, à savoir que sur 3 ans, on peut récupérer des patientes que l'on voit régulièrement qui n'ont peut-être pas eu leur frottis en temps et en heure, alors que si on le fait tous les ans, finalement, on se rend compte que avant, on faisait des frottis plutôt tous les ans, mais tous les ans, en fait, les patientes qui se font dépister, c'est des patientes qui sont assidues à leur santé, à leur examen et qui, du coup, en fait, viennent régulièrement chez le médecin. Et donc, le frottis, il est réalisé entre 25 et 65 ans. Et on le fait tous les 3 ans, mais à condition que les 2 premiers frottis soient faits à 1 an d'intervalle et qu'ils soient normaux. La prévention primaire, donc c'est la vaccination. Donc elle va faire en sorte d'éviter l'apparition de nouveaux cas de cancer et de lésions précancéreuses. Donc elle prévient l'infection. Les avantages, c'est de diminuer l'infection et donc à partir de là, de diminuer les nouveaux cas de cancer du col. Mais elle a certaines limites. La protection vaccinale n'est que d'environ 70% et elle n'évite pas le dépistage par la suite par le frottis. Donc les vaccins, on en a 2 à disposition actuellement. Donc un vaccin qui est dirigé contre 4 virus HPV, le 16 et le 18 qui sont le plus souvent responsables des cancers du col, et également le 6 et le 11 qui eux sont responsables des lésions bénignes, donc des verrues génitales. Le schéma de vaccination est le même également sur le 2e vaccin qui est dirigé contre l'HPV 16 et 18. Et donc, en général, on vaccine les jeunes filles entre 11 et 14 ans avec 2 doses à 2 mois d'intervalle. Il y a un rattrapage de vaccination qui est possible jusqu'à 20 ans, ou alors chez les jeunes filles qui n'ont pas encore eu leur premier rapport sexuel. Et dans ces cas-là, l'administration se fait en 3 doses et pas en 2. Voilà, pour information, le vaccin Gardasil dirigé contre les 4 HPV coûte environ 123 € pour une dose et le bivalent coûte 111 €. Ils sont tous les 2 remboursés par la sécurité sociale à hauteur de 65% et le reste est complété auprès de toutes les mutuelles. Alors, pourquoi a-t-on décidé de vacciner les jeunes filles à un âge précoce ? Plusieurs raisons. La première, c'est que pour avoir une efficacité certaine, il faut vacciner avant le risque d'infection et donc avant les premiers rapports sexuels. Et depuis 2005, on s'est rendu compte que un plus grand nombre de jeunes filles avaient leur premier rapport bien avant 15 ans par rapport aux années 2010 ou 2005. Donc c'est pour cette raison que la vaccination normalement est débutée à l'âge de 11 ans. On sait aussi que la réponse immunitaire lorsqu'on vaccine un individu, elle sera plus efficace et meilleure avant 15 ans. Et c'était aussi l'occasion pour discuter et informer les jeunes filles, de discuter de la sexualité et du coup d'introduire les informations concernant la vaccination anti-HPV. Alors, donc, les vaccins, comme tout médicament, comportent des effets indésirables. Actuellement, on a un recul avec une surveillance de plus de 10 ans et globalement, la tolérance reste satisfaisante. Il a été mis en place au niveau national et international des plans de gestion de risques en fait, qui consistent en fait, à détecter et analyser chaque effet indésirable qui va se présenter en temps réel, c'est-à-dire au moment où les jeunes filles sont vaccinées. En France, depuis que le vaccin a été mis ensemble, on a vacciné près de 6 millions de jeunes filles. L'apparition de cas, toute gravité confondue, était d'environ 2 à 5 cas sur 10 000 doses administrées et les cas graves, moins de 1 cas sur 10 000 doses.
Grâce à cette surveillance renforcée, à ces différents rapports et ces différentes études qui ont été menées, eh bien, on a pu établir que la balance bénéfice-risque de la vaccination anti-HPV n'est pas remise en cause. Les principaux symptômes, globalement, sont les mêmes que pour toute vaccination. La rougeur, la chaleur et la démangeaison au point d'injection. Peuvent également apparaître une fièvre, des maux de tête et parfois des malaises vagos. Alors, il a été aussi dit et présenté que les vaccins pouvaient peut-être être à l'origine d'apparition de maladies auto-immunes et notamment le vaccin anti-HPV. Donc, un rapport a été établi en septembre 2015 par l'Agence nationale de surveillance du médicament et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs en France. Donc, cette étude a été menée entre janvier 2008 et décembre 2012 et elle a recensé plus de 2 millions de jeunes filles âgées de 13 à 16 ans. Cette population de jeunes filles a été séparée en deux groupes, un groupe de jeunes filles vaccinées, un groupe de jeunes filles non vaccinées. Et on a recensé l'apparition de chaque maladie auto-immune dans le groupe des jeunes filles vaccinées et celles qui n'étaient pas vaccinées. Au total, on a vu apparaître globalement près de 4000 maladies auto-immunes, un peu moins de 1000 dans le groupe des jeunes filles vaccinées. On partait de 840 000 jeunes filles et presque 3000 sur à peu près 1,5 million de jeunes filles non vaccinées. Donc les résultats de ce rapport français sont cohérents et comparables à ceux de la littérature internationale, puisque de nombreux pays ont fait des études similaires. Au total, il y a eu 14 maladies auto-immunes qui ont été recensées. Et pour 12 d'entre elles sur les 14, il n'y a pas d'augmentation du risque d'apparition de maladies auto-immunes chez les jeunes filles qui sont vaccinées. Pour 2 autres de maladies auto-immunes, notamment les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et le syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie neurologique, il semble qu'il y ait une association qui soit peut-être significative, notamment avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais on s'est rendu compte que ce risque augmenté chez les jeunes filles vaccinées était seulement présent sur les 3 mois qui suivaient la première dose. C'est-à-dire qu'au-delà des 3 mois de la première injection, eh bien, le risque de voir apparaître chez une jeune fille une maladie inflammatoire de l'intestin, qu'elle soit vaccinée ou non, il est le même. En ce qui concerne le syndrome de Guillain-Barré, c'est une maladie très rare, mais il semble sur les dernières études qu'il y a un risque qui soit probablement augmenté. Il faut savoir que donc c'est une maladie très rare et que dans le cas des jeunes filles vaccinées, ce risque sera augmenté, à savoir à 1 à 2 cas supplémentaires pour 100 000 filles vaccinées. Voilà, donc en conclusion par rapport à ce dernier rapport qui est assez récent, les résultats sont rassurants et en termes de santé publique, les bénéfices attendus de la vaccination sont bien plus importants par rapport au risque d'exposition, sachant que les maladies auto-immunes en général apparaissent chez l'adolescent ou même avant l'adolescence et du coup c'est la période où les enfants et les adolescents sont vaccinés. Qu'en est-il de l'efficacité de ces 2 vaccins ? Donc, identiquement à l'étude par rapport aux effets indésirables, de nombreux pays européens et hors Europe ont soumis des études et en ont tiré à peu près les mêmes conclusions, à savoir que l'efficacité dans la prévention des lésions précancéreuses est significative. En Australie, chez les jeunes filles vaccinées, on a permis de diminuer l'apparition de lésions précancéreuses de moitié. Et en Suède, toutes les jeunes filles vaccinées avant 17 ans, on a réussi à avoir une diminution de ces lésions de 3/4. Ils sont également efficaces sur la prévention des lésions bénignes génitales. Et le seul bémol, c'est que cette efficacité va être significative et s'élève à peu près à 73%, mais à une condition, que la couverture vaccinale soit suffisante. C'est-à-dire que
Au sein de la population cible des jeunes filles entre 11 et 14 ans, il faut qu'il y ait un grand nombre de ces jeunes filles-là qui soient vaccinées pour qu'on ait un bénéfice en termes de santé publique et pour que l'on voit apparaître ce qu'on appelle l'immunité de groupe. C'est-à-dire que si la majorité des jeunes filles sont vaccinées, les quelques-unes qui ne le sont pas vont profiter du grand nombre de jeunes filles vaccinées et du coup les garçons aussi, puisque l'infection est transmise sexuellement, seront aussi protégés. Donc en France, le problème par rapport à cette efficacité attendue, la limite, c'est que la couverture vaccinale depuis quelques années diminue fortement. En fin 2015, il y a eu seulement 14% des jeunes filles qui ont été vaccinées avec un schéma total, c'est-à-dire les 2 doses avant 14 ans ou alors les 3 doses après 14 ans. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas atteindre les effets attendus et donc avoir une efficacité correcte. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les 2 vaccins qui sont dirigés contre les virus HPV 16 et 18 sont responsables de 70% des cancers invasifs et de la moitié des lésions précancéreuses, mais d'autres papillomavirus sont aussi responsables des cancers et des lésions précancéreuses. Dans l'avenir, et plutôt l'avenir très proche, nous devrions avoir un vaccin disponible qui sera plus dirigé contre 4 HPV, mais contre 9. Et dans ces 9 HPV, en plus du 16 et du 18, il y a également d'autres virus HPV qui sont fortement oncogènes. Et donc la totalité de ces 9 HPV qui sont contenus dans le vaccin sont responsables de 90% des cancers et de 80% des lésions de haut grade. Donc on devrait avoir une efficacité meilleure du vaccin et donc une diminution des cas de lésions précancéreuses et de cancer sous réserve que la couverture vaccinale soit suffisante. Et il a été réfléchi et parfois mis en application dans certains pays la vaccination systématique des garçons. En France, on n'y est pas encore et pour l'instant, on n'est pas sur cette voie-là parce que le problème principal, c'est de vacciner la population cible des jeunes filles. Alors, depuis 2007, depuis l'apparition de la vaccination, le Haut Conseil de santé publique a émis des recommandations qui sont réitérées régulièrement à l'appui d'études qui confortent ce qui a été dit initialement. À savoir que de notre point de vue, en fait, eh bien, on reste dans la norme, entre guillemets, puisque la quasi-totalité des pays industrialisés ont des recommandations en ce qui concerne la vaccination anti-HPV identique à la nôtre. Par contre, il faut faire un effort pour généraliser le dépistage par le frottis cervico-utérin. Donc, et ça permet de dépister les lésions précancéreuses et le cancer invasif. Et pour cela, en fait, il faut toucher le plus grand nombre de femmes dans la fourchette d'âge concernée. Et il faut savoir que le dépistage et la vaccination sont 2 moyens qui sont couplés et nécessaires et que l'un n'empêche pas l'autre. Donc les jeunes filles qui seront vaccinées devront après adhérer au dépistage pour poursuivre la surveillance. Et il est dit aussi par ces recommandations qu'il faut essayer de toucher donc la plus grande population possible, quel que soit son niveau social, et dans certains pays, pour améliorer donc la vaccination et toucher toutes les personnes concernées. L'offre vaccinale a été mise en place en milieu scolaire, notamment en Australie et au Royaume-Uni, et dans certains pays, donc on a abaissé l'âge de début de vaccination de 11 ans à 9 ans. Voilà, donc en conclusion, les papillomavirus à haut risque sont responsables de la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus et des lésions de haut grade. Il s'agit d'une grande famille avec une infection qui est très lente avant de développer un cancer invasif. La prévention repose sur 2 moyens qui sont complémentaires. Le dépistage par frottis avant le dépistage à la vaccination des jeunes filles. Et la vaccination présente aujourd'hui à travers différentes études plus de bénéfices que de risques. Et globalement, il n'y a pas de surrisque d'apparition de maladies auto-immunes. Cette vaccination sera efficace seulement donc, si la couverture vaccinale est suffisante. Voilà, je vous remercie. Bon, je crois que c'est très
Merci pour ce topo qui est vraiment très très clair et qui encourage véritablement à vacciner les jeunes filles. Potentiellement, la 14% de couverture vaccinale, ça reste c'est incroyablement faible par rapport aux autres pays européens. Mais il y a un lobby anti-vaccination en France qui est extrêmement puissant, délétère en tout cas, parce qu'il met le doute dans beaucoup de Français ont des doutes concernant la vaccination. Manifestement, les maladies auto-immunes ne sont pas surreprésentées chez les jeunes patientes vaccinées, et on pourrait éradiquer le cancer du col de l'utérus, qui reste quand même, en termes de politique de santé, quelque chose d'assez majeur, parce que Carole nous le disait, c'est le 12e cancer en termes d'incidence, de nombre de nouveaux cas par an, et c'est quand même la 6e cause de mortalité. Ça montre bien quand même l'agressivité de cette maladie lorsqu'elle est dépistée. Tu m'as dit qu'on a beaucoup de difficultés à prendre en charge, et donc ça peut être... c'est des recommandations absolument à faire pour les jeunes filles de réaliser cette vaccination. Donc je ne sais pas, il y a des questions, j'imagine. Bonjour, je me présente Martine Bossan, pharmacien et très intéressée évidemment par votre exposé. Est-ce qu'il ne serait pas d'actualité de mettre sur la sellette dépistage obligatoire du cancer du col, comme il a été fait pour le cancer du sein et le colorectal? Alors, je n'ai pas abordé le sujet. C'est un cours de... Comment? Ah oui, allez-y. Bonjour, allez-y. Bonjour. Alors effectivement, actuellement, on a fait un appel à projet au niveau de la région Occitanie. Donc, ce sera un dépistage organisé régional avec un porteur de projet, une des 12 structures de la région. Et donc, on reçoit peut-être le financement fin de l'année, mais le temps de mettre tout en place, je pense qu'on pourra peut-être débuter 1er juillet 2018. Alors, il faut savoir qu'en fait, ce dépistage organisé ne concernerait que les personnes qui n'ont pas fait de frottis depuis 3 ans. Elles auraient une invitation à domicile. Et donc, notre mission sera également de faire le suivi des femmes qui ont un frottis à surveiller. Voilà. Mais c'est un gros travail et il faudra qu'on travaille avec tous nos partenaires, anapathes, gynécologues, médecins traitants et sages-femmes pour pouvoir faire le recueil des données pour faire un bon suivi. Voilà, c'est mis en route normalement. Il y a une généralisation qui est prévue normalement 1er janvier 2018, mais on va avoir du mal à l'atteindre. Alors je suis très rassurée et je partage peut-être avec vous l'idée que le 3e millénaire en médecine en général sera un siècle de prévention plus que curatif. On l'espère. D'autres questions? Justement, je voulais savoir si vous êtes au courant, si par exemple dans les écoles, les lycées, tout ça, il y a assez d'informations qui est transmise pour toutes ces jeunes filles, qu'elles soient au courant en fait de ces risques et qu'il y a cette vaccination, parce que apparemment 14%, c'est pas beaucoup. Je n'ai pas d'informations très précises en ce qui concerne ce domaine-là, mais au travers des nombreuses consultations qui défilent la semaine et le mois, ce sont plutôt les mamans qui sont les patientes qui nous posent la question et qui nous demandent des informations, qui parfois viennent avec leurs filles. Mais je n'ai pas de... Enfin, je pense que concrètement, ce n'est pas vraiment mis en place. Je me permets de réintervenir. Normalement, ça devrait être prévu aussi, l'information... Oui, pardon, excusez-moi. Docteur Moulichon, excusez-moi. Oui. Normalement, ça devrait être prévu aussi dans nos missions, l'information auprès du public, et éventuellement aussi dans les projets, on a mis information dans les écoles, dans les différents établissements scolaires, quoi. Mais bon, tout ça, il faut attendre que ça se mette en route. Il faut savoir qu'en France, on a eu à l'Éducation nationale une grosse polémique avec l'hépatite B. Et je ne sais pas si l'Éducation nationale est prête à revenir à vacciner les enfants à l'école.
Juste, je me permets aussi d'intervenir. Elisabeth Bouisset, je suis sage-femme et infirmière de coordination. Je suis membre d'une association qui s'appelle l'Association des sages-femmes des Pyrénées-Orientales, et nous intervenons chaque année dans différents collèges autour des sujets sexualité, contraception, les relations filles-garçons. Et ce sujet, en tout cas, alors c'est souvent dans les classes de 4e, c'est bien sûr dépendant des collèges, des directions de collèges et des infirmières scolaires, et nous abordons systématiquement le sujet de la vaccination pour les jeunes filles et peut-être pour les jeunes garçons si ça doit se développer. J'ai pas de chiffres à vous donner, mais en tout cas c'est des interventions qui sont faites sur une grande partie des collèges autour de Perpignan. Mais merci beaucoup Carole, et tu nous as fait prendre conscience qu'on a beaucoup de travail à faire pour améliorer cette couverture vaccinale qui reste quand même malgré tout très faible. Donc il faut un organisme de communication très rodé et peut-être effectivement arriver à faire passer dans les mœurs l'idée que ce vaccin va éradiquer quand même ce cancer qui est un cancer très meurtrier.